Ne soyez plus complexés. Dites à tous ceux qui disent les Blancs ont tout trouvé, ils sont trop forts, que c'est pas vrai. Les Africains ont été à l'avant-garde de toutes les grandes découvertes de l'humanité. Les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB de Yamoussoukro, ont organisé le samedi 14 décembre 2024, à l'espace La Mangrove, 6 à la Riviera Abata, la deuxième édition de Polytech Brunch. Pour conférer un caractère solennel à l'événement, ils ont eu pour invité de marque le ministre Awa Dom-Melo, vice-président chargé des BRICS au Parti panafricain des peuples africains, le PPA-CI. À son arrivée au lieu de la cérémonie, le ministre Dom-Melo a reçu un accueil chaleureux de la part des étudiants de l'INP qui ont présenté à l'invité leur savoir-faire en matière de créativité. C'est ainsi que devant le parterre des étudiants, dans son allocution, Roland Flindé, au nom des organisateurs de la cérémonie, a salué la présence de l'hôte de marque pour ce qu'il est de référentiel dans le domaine des sciences et de l'ingénierie. En réaction à l'initiative des étudiants de l'Institut national polytechnique, le ministre Dom-Melo a invité les ingénieurs et scientifiques issus de cette école prestigieuse à se départir du complexe d'infériorité par rapport aux ingénieurs issus des universités européennes ou américaines. Il a en outre insisté sur le fait que les scientifiques africains doivent démontrer qu'ils n'ont rien à envier au talent de créativité d'ailleurs. En ce sens, qu'ils sont aussi talentueux pour le développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs les directeurs d'entreprise, distingués partenaires et sponsors, chers invités, polytechniciens et polytechniciennes, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole confondu, recevez en ce jour mes civilités. Je réponds au patronyme de Flindé et j'ai pour prénom Roland, ancien de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et président du comité d'organisation du Polytech Brunch édition 2. Cet événement est organisé par INPHB Connexion, un réseau des anciens et étudiants actuels de l'INPHB composé de plus de 10 700 personnes. L'honneur qui me choisit en ce jour de prendre la parole devant cette auguste assemblée est une sémence mémorable. Merci de me permettre de dresser le caractère opulent de cette cérémonie. Le Polytech Brunch, qui est à sa deuxième édition, a été créé dans l'objectif de former un réseau solide pour les polytechs avec les polytechs et les non-polytechs. Il est le fœtus de plusieurs autres événements qui suivront dans les mois et années à venir. Cet événement se veut unique et majeur avec sa vision nimbée de 3 éléments fondamentaux que sont la pédagogie, la culture et le festif. Tout cela dans une veine de convivialité et de fraternité exceptionnelle. Ainsi, comme le disait Victor Hugo, dans l'œil du vieillard réside le chemin de la vie. Voilà donc la raison fondamentale pour laquelle nous avons fait appel à notre aîné que vous êtes, Monsieur le ministre Awa Dom-Melo, qu'il malgré votre niveau de technocratie et votre emploi du temps bouqué, vous n'avez ménagé aucune hésitation à accepter d'accompagner l'élite que sont vos cadets. Priez, s'il vous plaît,
accorder un nombre pléthorique d'ovations pour Monsieur son Excellence Awa Dombelo. Ministre, chers parrains, nous avons une doléance particulière en ce jour à vous dresser. Nous souhaitons que cet événement se fasse de façon pérenne, une fois par an, et vous avoir à nos côtés comme pilier indicateur et motivant. Permettez-nous déjà de situer le cadre de l'organisation de l'année prochaine que nous souhaitons effectuer sur vos autorités et avec vos accompagnements à l'INPHB de Yamoussoukro, sur la terre de notre père fondateur, le tenancier de la lumière éducative et professionnelle, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. Aussi, qu'à l'édition prochaine, des fonds soient mobilisés pour une aide dans la rénovation des infrastructures de l'INPHB. Avec tout le plus grand respect et une considération indéfinissable, permettez-moi de demander à notre parrain, Monsieur le ministre Awa Dombelo, de nous rejoindre. Chers aînés, aux grands hommes, les grandes distinctions. En ce jour du 14 décembre 2024, avec la bénédiction de la Côte d'Ivoire, nous vous faisons patron du Polytech Branch. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci, merci encore. Ce boubou de chefferie soit le symbole d'une alliance vitale et profitable à tous et à toutes. Merci aux polytechniciens et aux polytechniciennes. Que la solidarité demeure toujours notre cheval de bataille. Fléné Hollande, président du comité d'organisation du Polytech Branch, je vous remercie. Merci, merci. Fléné Hollande, qui avec son allocution marque ainsi le début de ce qu'on peut partager. C'est une initiative qui est très louable et je tiens à les féliciter. Pourquoi? Parce que ça permet de regrouper sur le même site ceux qui embrassent la carrière de professionnels dans les secteurs de l'ingénierie et aussi ceux qui ont traversé et acquis une longue expérience dans le même secteur. Et je crois que c'est ce genre de rencontre qui permet de partager les expériences, qui permet d'identifier les différents défis à relever pour le futur. Et donc, tous ceux qui sont présents en cette rencontre, je leur dis merci et mes félicitations et en plus mes encouragements. J'ai visité quelques stands et j'avoue que j'étais agréablement émerveillé. Car c'est des jeunes talents sortis de l'Institut national polytechnique qui ont créé des entreprises, qui embauchent des citoyens ivoiriens et qui font leur petit bonhomme de chemin dans la mise en œuvre de toutes les compétences acquises à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Houphouët-Boigny ne disait-il pas que l'avenir appartient à la science et à la technique? Et il le disait au tout début des indépendances. Et je crois qu'au vu de tout ce que j'ai vu ici, je ne parlerai plus d'avenir, parce que cet avenir-là, c'est ce que je vois aujourd'hui sur le site.
Et donc, je dirais tout simplement que le présent appartient à tous ceux qui sont là, qui ont été imbibés de sciences et de techniques. Vous savez, l'Institut national polytechnique a été mis en place à travers plusieurs écoles successives, dont la première a été l'École nationale supérieure des travaux publics, créée en 62 et rendue opérationnelle en 63. Après, l'École nationale supérieure d'agronomie, créée dans les années 65, et qui, parfois, aujourd'hui, on peut dire que cette école-là a pratiquement 60 ans d'ici peu. Et après, il y a eu la création de l'INSET, Institut national supérieur d'enseignement technique. Il faut dire que chaque fois qu'une école est créée, cela permet de donner une dynamique au développement de la Côte d'Ivoire. À côté de ces écoles, nous avons maintenant l'école des mines et de géologie, et nous voyons que le secteur minier est en train de décoller. Nous avons le secteur de l'énergie et du pétrole, et nous voyons le résultat concret sur le terrain. Et donc la Côte d'Ivoire, par le fait de ses talents, se développe. Donc voilà un pays qui se développe par le fait de ses propres fils. Évidemment, il y a beaucoup d'obstacles à relever sur le chemin du développement. Le premier obstacle, c'est le complexe d'infériorité. Cet obstacle-là, il faut qu'on puisse, avec les talents que vous êtes, briser ce complexe-là. De former les premiers ingénieurs, non seulement dans le secteur de l'industrie, mais aussi du commerce avec l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Et cet ensemble a été déplacé sur un même site à Yamoussoukro et en 1996 a été créé l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Et donc aujourd'hui, on peut dire que après quelques décennies, nous voyons le résultat. L'agriculture ivoirienne, qui a été fécondée par les premiers ingénieurs des travaux publics de l'École nationale supérieure d'agronomie, eh bien, est devenue l'une des agricultures les plus performantes au monde. Mais c'est de par la qualité de ceux qui sont sortis de cette école. Nous avons dans le secteur du génie civil un patrimoine immobilier impressionnant, un patrimoine routier impressionnant, des équipements impressionnants, mais c'est le résultat de l'expertise de ceux qui sont sortis de cette école-là. Et depuis 1975 que l'école, l'INSET a été créée avec des ingénieurs dans le secteur de l'industrie. Nous voyons de nos propres yeux les premières usines, les premières industries sorties du génie créateur de ceux qui sont sortis de l'école polytechnique. Quelqu'un possède du génie. On n'avait même pas besoin de démontrer que les Africains possèdent du génie si les livres d'histoire que nous détenons dans nos écoles
et dans nos universités enseignaient la vraie histoire des peuples africains. Je vous conseille humblement de lire les volumes de l'UNESCO intitulés L'histoire générale de l'Afrique. Ces 8 volumes d'à peu près 800 pages, mais avec des polytechniciens comme vous, eh bien, le nombre de pages est très peu d'intérêt dans la mesure où vous avez appris à avaler des pages et des pages, des nuits et des nuits pour décrocher savoir et savoir-faire dans ces écoles-là. Et lorsque vous lirez ces 800 pages, vous verrez que vos ancêtres ont été des personnes talentueuses. Et vous découvrirez que les premiers ingénieurs de l'humanité sont des Africains. Et le plus grand d'eux s'appelle, qui a été le fondateur des pyramides réalisées à partir de la pierre, qui a été aussi à l'initiative de la médecine africaine et qui a été à la base de plusieurs équations mathématiques qui ont permis de développer l'agriculture, l'architecture, l'artisanat et aussi dans le domaine de la médecine qu'on a appelé la pharmacopée africaine. Ces œuvres ornent aujourd'hui les musées de l'Occident. Donc c'est eux qui détiennent notre histoire, qui nous cachent soigneusement pour nous enseigner en lieu et place que Thalès est le premier mathématicien du monde. C'est-à-dire l'arrière petit-fils d'Imhotep. Voilà ce qu'on connaît. Ce qui fait qu'on connaît plus Thalès qu'Imhotep. Soyez fiers d'Imhotep et oubliez Thalès. Ainsi, vous allez vous décomplexer pour dire que le premier est un Africain. Mais sachez que dans cette aventure, même les Africains qui ont été envoyés en esclavage ont fait preuve de génie après la fin de l'esclavage suite à la guerre de sécession. C'est ainsi que le premier ingénieur en mécanique et en électricité, qui s'appelait, je crois, Granville, a inventé la télégraphie, a inventé le téléphone associé à la télégraphie. Et c'est ces inventions qui ont permis d'établir une communication entre les trains et les stations de train. Et ça permettait donc de réguler le trafic des trains sur le chemin de fer et aussi d'avoir une précision dans les heures de départ et d'arrivée des trains. C'est un Africain qui l'a fabriqué. C'est aussi un Africain qui a fabriqué, et c'est ce même qui avait déposé presque une cinquantaine de brevets, qui a inventé les paraboles. Donc vous voyez que vos ancêtres qui sont partis de l'autre côté ont été des génies au service de beaucoup d'entreprises américaines. Sans eux, ces entreprises-là n'auraient pas existé. Et c'est un journaliste africain, afro-américain,
qui étant parti en reportage pour relater l'accident à un carrefour qui a été meurtri par cet accident-là et a décidé de trouver une solution pour que plus jamais il y ait des thèmes. Et donc, cet Afro-Américain qui s'appelait Morgan s'est mis au travail. Il était journaliste et il a inventé les feux tricolores qui aujourd'hui peuplent tous les carrefours du monde. Et c'est aussi un Africain qui a inventé les filaments qui donnent de la lumière au passage du courant. Il s'appelait Lewis. On connaît tous Edison, mais on oublie Lewis. C'est ça l'importance de la communication. Et c'est ça aussi l'importance de se remémorer des œuvres des Africains d'ici et d'ailleurs pour démontrer et briser les arguments qui consistent à dire tout souvent « Ah, les Blancs, ils sont trop forts. Ils ont trouvé l'électricité, ils ont trouvé le téléphone, ils ont trouvé les feux tricolores. Sans eux, vraiment, on serait resté dans le noir. » Or, ils oublient que c'est eux-mêmes, leurs propres frères, qui ont inventé toute cette connaissance moderne. Même l'opération des cataractes au laser a été une invention d'une Afro-américaine qui a mis au point cette technique qui est aujourd'hui utilisée partout dans le monde. Donc ne soyez plus complexés. Dites à tous ceux qui disent les Blancs ont tout trouvé, ils sont trop forts, que c'est pas vrai. L'histoire de l'humanité depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui nous enseigne que les Africains ont été à l'avant-garde de toutes les grandes découvertes de l'humanité. On a tout simplement caché leur nom pour faire émerger leur nom. Et donc on connaît plus Thalès qu'Imhotep, on connaît plus Edison que Lewis, et on connaît plus Bell que Granville qui a inventé la téléphonie. Voilà comment, par l'histoire, on nous complexe et on valorise les autres. Et donc, il faut que définitivement les jeunes qui sortent des écoles de l'Institut national polytechnique sachent que c'est des génies héritiers des génies africains depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous serez capable d'affronter sans hésiter le long chemin que nous avons à parcourir pour sortir notre continent du sous-développement. Et que les jeunes qui sortent maintenant sont en train d'élargir ce chemin-là. Quand je vois des entreprises qui créent des industries, quand je vois des entreprises qui créent des centrales thermiques, quand je vois des assureurs de talent, des promoteurs immobiliers de talent sortis de l'Institut national polytechnique, je suis très fier. Et donc, ça veut dire que nous sommes à l'orée d'une nouvelle révolution avec les ingénieurs et techniciens sortis de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. C'est-à-dire que nous sommes à l'orée du passage d'une économie primaire à une économie industrielle pour que nos matières premières alimentent nos propres usines. Mais, mes chers collègues, sachez que c'est une vraie révolution. Mais sachez aussi que c'est un chemin de tous les dangers. Pourquoi? Si toutes les matières africaines
alimentent nos propres usines, mais de quoi les usines occidentales qui n'ont pas de matières premières vont vivre. Voilà une équation qui reste l'équation fondamentale dans le passage d'une économie primaire à une économie industrielle. Pour qu'on ait aussi des multinationales animées par des Africains, pour qu'ils soient capables de créer de l'emploi sur le terrain et d'exporter des produits finis, au lieu d'exporter des matières premières et d'importer des produits finis. Ça permettra donc de réduire les importations et d'augmenter les exportations et donc d'avoir suffisamment de richesses pour ne plus qu'il y ait des chômeurs en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc c'est une vraie révolution. Cette révolution-là, chers collègues, c'est la vôtre. Cette révolution-là, elle ne sera pas du tout facile, parce que vous serez confrontés que leur ville soit conçue par des Africains. Voilà ce que j'appelle le venin du complexe d'infériorité. Et tant que nous n'avons pas dans nos pays des dirigeants qui sont débarrassés de ce complexe d'infériorité, eh bien, on va toujours adorer le génie des autres et mépriser nos propres génies. On a traversé toutes ces difficultés et aujourd'hui je constate que les jeunes ont moins de difficultés. C'est pour cela que j'aimerais aussi, lors de cette rencontre, les entendre pour connaître un peu leur expérience. Parce qu'à notre temps, tous ceux qui voulaient entreprendre, qui déposaient un dossier à la banque, et comme c'était essentiellement des banques françaises, eh bien, on leur refusait le crédit. Parce que tout simplement, eh bien, il fallait tuer ces entreprises-là pour permettre la promotion des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. On a traversé toutes ces difficultés. Le complexe d'infériorité de nos dirigeants, l'absence de financement pour les entrepreneurs, le manque d'un environnement académique capable de mettre en valeur les découvertes et les inventions des ingénieurs et techniciens africains. Et cela dans tous les domaines. Même à l'université, lorsque vous faites une recherche, on demande que votre publication soit faite dans une revue internationale. En fait, on utilise international pour dire dans une revue occidentale, avant qu'on ne reconnaisse la valeur de la recherche que vous avez effectuée. Ce n'est pas un environnement favorable. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous envoyez votre article que la découverte est importante, eh bien, on ne publie pas. Et on vous dit que votre découverte n'est pas sérieuse. Entre-temps, vous redécouvrez votre découverte sous la signature d'un chercheur français ou occidental. Voilà pourquoi je dis que l'environnement académique n'est même pas favorable à l'éclosion du génie ivoirien. Donc nous avons beaucoup de défis à relever. Mais sachez que c'est le chemin de l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est le chemin de l'avenir du continent africain et c'est vous qui allez relever ces défis-là. Ce n'est plus l'avenir qui appartient à la science et à la technique, c'est vous, les politiciens techniciens, qui forgez le présent et l'avenir de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Bonsoir Monsieur le Ministre, je me nomme Kwame Stéphane, ingénieur agroéconomiste de l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB. Alors ma question est de savoir ce que vous pensez du franc CFA.
Et si jamais vous pensez que cette monnaie est négative pour l'économie des pays de la zone francophone, quelle serait vous la réforme monétaire qui serait adaptée à nos économies et dans laquelle nous pourrons nous développer petit à petit? Merci à vous. Vous savez, ce n'est pas le franc, je vais dire le nom franc. D'abord, le nom franc CFA, ça a un élément très colonialiste. Franc des colonies françaises, d'Afrique. Mais vous savez pourquoi le franc CFA a été créé? C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en étant éclair, l'Allemagne avait occupé la France et avait mis la main sur la Banque de France. Il n'y avait qu'une seule solution. Eh bien, créer une monnaie qui n'est pas contrôlée par la France, par l'Allemagne, mais qui est contrôlée par la France. C'est ainsi qu'est né le franc CFA. À sa création, le franc CFA avait été même surévalué pour permettre d'acheter facilement les produits africains et les revendre très cher au reste du monde pour que la différence puisse servir à De Gaulle pour financer la libération de la France. Et donc voilà l'origine de la création du franc CFA, qui permettait d'acheter les produits africains qui appartenaient à la France puisqu'on était une colonie et de le vendre au reste du monde et d'empocher les ressources de la vente pour financer la libération de la France. Et donc, lorsqu'on a eu les indépendances, eh bien, cette manne financière qui a permis non seulement de libérer la France, mais de reconstruire. Bon, souvent on parle du plan Marshall, mais ça me fait rire. Parce que le plan Marshall, c'était un prêt. Mais comment rembourser un prêt si vous-même vous n'avez rien? C'est la richesse de l'Afrique qui a permis d'amortir ce prêt et même de financer une bonne partie de la sécurité sociale française et une bonne partie de la reconstruction. Après la libération de la France, d'alimenter les usines françaises en matières premières. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de changer de parité pour affaiblir le franc CFA après l'indépendance et alourdir le franc français. Ce qui leur permettait d'acheter moins cher et d'alimenter les usines. Et en même temps, ce qu'on nous donnait pour acheter moins cher ces matières premières, on avait pratiquement l'obligation, compte tenu des accords de coopération, de réserver nos achats en priorité aux produits français. Or, si nous voulons un monde multipolaire où la Côte d'Ivoire et les pays africains tirent profit, eh bien, nous devons avoir une monnaie autonome. C'est parce qu'on aura une monnaie autonome qu'on pourra directement avoir un compte en Russie à travers notre banque centrale. Or, aujourd'hui, lorsque vous quittez la zone CFA, ceux qui gèrent nos comptes dans les autres pays, ce ne sont pas des banques centrales de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique de l'Ouest, c'est la banque française. Ça veut dire que notre monnaie est méconnue sur le marché monétaire international. Et dès lors que vous êtes méconnu, vous ne pouvez jamais commercer directement avec d'autres pays autres que les pays de l'Europe.
vous êtes obligé de passer par la Banque de France ou la Banque européenne pour pouvoir coopérer avec les autres pays. Voilà les méfaits aujourd'hui du franc CFA. Je dirais pas je dirais même beaucoup plus les accords de coopération monétaire. Parce que n'oubliez pas que ce qui est négatif, c'est les accords qui ont été signés et le contenu de ces accords-là. Et donc, si nous voulons coopérer avec les pays hors dollar et hors euro, nous sommes obligés d'avoir notre propre monnaie. Ce qui nous permettra de coopérer directement sans passer par le dollar ni l'euro, donc sans passer par l'Occident. Si nous voulons passer d'une économie primaire à une économie industrielle, l'autorisation de crédit ne doit plus relever de la volonté des banques françaises ni du Trésor français. L'autorisation du crédit et l'augmentation et l'accès au crédit doivent relever des seules décisions des opérateurs bancaires et monétaires africains. Nous devons sortir des accords monétaires que nous avons signés avec la France et tous ses annexes. C'est la seule façon. Or, on n'a plus le choix. Parce que nous sommes à un moment où les ingénieurs, les étudiants, les élèves sortent par vagues des grandes écoles et des écoles de formation professionnelle. Comment utiliser tout ce flot d'étudiants et d'élèves si nous restons dans une économie primaire et si nous n'ouvrons pas le chapitre d'une économie industrielle? Voilà le problème qui est posé. Donc, les accords de coopération monétaire sont incompatibles avec un pays qui veut s'industrialiser. En mettant fin aux différents accords de coopération monétaire et financière.